Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 25 mars, le Parisien a raconté l'histoire d'un Parisien prénommé José, victime d'une usurpation d'identité depuis 25 ans. Il décrit un enfer, par exemple, ouvrir un compte en banque ou changer d'opérateur de téléphonie mobile lui est impossible et il n'a pas pu reconnaître sa fille à l'état civil. Pour José, le cauchemar a commencé quand il a oublié sa pochette avec ses papiers dans un train, un jour, en 1998. José témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. José a 48 ans. Il est ingénieur du son depuis plus de 20 ans et je le rencontre un jour où il ne travaille pas pour qu'il me raconte son histoire. José est né en 1974. Il grandit en Essonne, en région parisienne, et il commence sa vie active en travaillant dans l'armée. Il arrête quand il a une vingtaine d'années pour essayer de devenir ingénieur du son, le métier dont il rêve depuis tout petit. Mais comme la formation coûte très cher, il cherche d'abord un travail alimentaire pour économiser un peu d'argent. En 1998, quand il a 24 ans, il obtient un entretien d'embauche dans un garage à Sens, dans l'Yonne, à une centaine de kilomètres de chez lui. Il se rend donc un matin, en train, pour passer son entretien. J'avais une sacoche, et dans cette sacoche, j'avais tous ces papiers, mon CV, ma pièce d'identité, bien sûr, la fiche d'état civil. Dessus, il y avait les prénoms des parents, où on est né. Et je suis parti dans un train direction Sens, dans le 89. Et durant le trajet, il était super long, donc du coup, je me suis endormi. Il y a un gars qui me réveille, qui me dit « Vous descendez où ?» Je fais « À Sens ». Il me dit « Mais on y est ». J'ai speedé, et en partant super vite, j'ai laissé ma sacoche. Pas grave, ça arrive. J'arrive au job, je lui explique comme quoi que j'ai perdu ma sacoche, etc. Il comprend. Il me dit « Ok, c'est bon, je vois que t'es motivé, etc. Tu commences bientôt. » José est embauché. Il va faire une déclaration de perte pour ses papiers qu'il a laissés dans le train, mais il ne va pas tout de suite faire refaire sa carte d'identité, comme il a toujours son permis de conduire. José travaille pendant quelques années, puis il commence sa formation pour devenir ingénieur du son. Il rencontre sa compagne et ils emménagent ensemble en Seine-et-Marne, dans le département voisin. En 2001, quand il a 27 ans, sa compagne tombe enceinte de leur premier enfant. Et au 4e mois de grossesse, ils vont le déclarer ensemble à la caisse d'allocation familiale de Melun. Et on arrive à la CAF de Melun pour le déclarer. Ils me disent « Monsieur, vous ne pouvez pas avoir un autre numéro de CAF parce que vous en avez déjà un. » Je fais « Non, j'en ai jamais eu. » Il me dit « Si, vous en avez un dans les Yvelines. » Je fais « Ah bon ?» Elle me montre l'adresse. Je lui dis « Non, c'est pas possible. » Donc du coup, ensuite, elle me dit « Si c'est pas vous, soit c'est un homonyme, soit vous vous êtes fait usurper. » Et du coup, en regardant bien le numéro de sécurité sociale, qui commence par 1,74, ensuite, le reste est la même chose, je suis usurpé en vérité. Le jour même, José va porter plainte pour usurpation d'identité avec comme preuve la déclaration de perte de ses papiers. Il va aussi prévenir la mairie de Ris-Orangis, où il est né, que quelqu'un lui a volé son identité pour que ses documents officiels, comme son acte de naissance, soient bloqués. Et il entame des démarches pour refaire sa carte d'identité. Mais au moment de le faire, la mairie l'informe qu'une demande est déjà en cours. C'est son usurpateur qui reçoit alors une carte d'identité avec sa photo à lui et le nom de José. José, lui, est bloqué et ne peut plus demander de nouveaux papiers. Il contacte alors un expert en usurpation d'identité qui lui conseille tout de suite de faire en sorte d'être interdit bancaire. Il pourra toujours avoir un compte, mais cela empêchera son usurpateur d'émettre des chèques et surtout de prendre un crédit en son nom. José fait alors en sorte de se mettre en défaut de paiement et de rester sans trop d'argent sur son compte. Je repars à la banque, je retire un peu d'argent qu'il y avait sur mon compte, exprès. Je rentre dans un magasin à Châtelet. J'avais acheté un pull de Joe Star à la Comate, qui coûtait je ne sais plus combien, une blinde à l'époque. Et je fais un gros chèque, mais un gros chèque parce que le pull il coûtait vraiment cher, quoi. Du coup, ça m'a bien mis interdit bancaire, mais c'était volontaire. Chaque fois que j'étais obligé d'acheter cash les choses, c'était compliqué en vérité. Je retirais beaucoup plus d'argent, j'en gardais sur moi ou j'en planquais chez moi. J'ai pas pu faire de crédit. Je voulais acheter une maison.
J'ai pas pu le faire. J'ai voulu le faire, mais j'ai pas pu, à cause de ça. Ça a freiné pas mal de projets, quoi, finalement. En 2002, José et sa compagne ont un deuxième enfant, un petit garçon. Un jour, l'ingénieur du son reçoit une lettre des impôts qui lui réclame une somme qu'il n'aurait pas payée. Il se rend compte que son usurpateur travaille sous le nom de José, avec son numéro de sécurité sociale, et qu'il ne paye pas ses taxes. José se met aussi à recevoir des amendes de délit qu'il n'a pas commis. Il a eu des amendes de voiture, il a eu des amendes de train qui venaient chez moi. Et en fait, à chaque fois, il fallait que je démontre au trésor public, aux impôts, etc., que c'était pas moi, que c'était bien cette personne-là qui m'usurpait et qu'il utilisait mon nom, mon prénom pour commettre ces délits finalement, quoi. Et quasiment tous les mois, j'allais au trésor public des Yvelines et je leur disais, écoutez, le mois dernier, je suis venu pour vous dire comme quoi que j'étais usurpé. Tous les mois, vous m'envoyiez encore des demandes de remboursement de ci, de ça, etc. J'avais à chaque fois mon compte bloqué. Du coup, je ne pouvais plus ouvrir de compte en banque. Parce que pour ouvrir un compte en banque, il faut quoi ? Il faut une pièce d'identité. Et je n'avais pas de pièce d'identité, j'avais que mon permis. Je suis parti à la Banque de France, je leur ai dit, je ne peux pas avoir un compte provisoire. Ils m'ont dit, non, il faut une pièce d'identité, sinon rien. Et du coup, j'avais des salaires que je recevais, mais que je ne pouvais pas encaisser. Parfois, les amendes de son usurpateur sont directement prélevées sur le salaire de José. Il porte à nouveau plainte, on lui assure qu'une enquête est en cours, mais rien ne se passe. C'est d'autant plus frustrant pour José qu'il sait exactement où se trouve son usurpateur. Et comment je le sais ? C'est que sur mon relevé de carrière, il y a tous les endroits où il a travaillé. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, des courriers, etc., etc., etc. Je les ai fait, ces courriers, j'ai fait tout ça. Avec mes avocats, etc., à l'époque, on faisait des plaintes, on expliquait comme quoi que cette personne, elle usurpe mon identité pour travailler, et personne va la chercher. Alors qu'on sait où il habite, qu'est-ce qu'il fait comme travail, pourquoi on trouve le moyen de laisser faire encore, alors qu'on sait déjà. Un jour, il reçoit une lettre de la banque postale à propos de son compte épargne. La Poste, ils me contactent, ils me disent oui, voilà, vous avez 2 livrets A, et normalement on n'a pas le droit d'avoir 2 livrets A, vous devez en avoir qu'un seul. Ils me disent votre livret A, il est dans les Yvelines, mais vous êtes dans le 77. Et du coup, je leur dis ouais, celui des Yvelines, c'est pas le mien, je vais les voir, je vais écouter, voilà, j'ai été usurpé, je leur montre ma plainte. Il faut effacer celui des Yvelines. Ils m'ont dit oui, d'accord, pas de problème. Au bout de 3-4 jours, je reçois un courrier qui me dit votre compte est clôturé et les sommes ont été virées sur le compte numéro machin, nanana. Mais c'est pas mon compte, ça. Il y avait à peu près, je sais pas, peut-être 3 ou 4 000 euros, un truc comme ça. En fait, compte, ils ont viré l'argent sur le compte de l'usurpateur, mais j'ai jamais récupéré cette somme. L'usurpateur de José a vidé et fermé son compte avant que la banque ne se rende compte de son erreur. Pour tenter de refaire sa carte d'identité, José retourne à la mairie de Ris-Orangis pour leur demander l'accès à son acte de naissance. Là-bas, on lui dit que comme il avait signalé une usurpation d'identité, ses documents officiels sont toujours bloqués. Mais on lui apprend que son usurpateur a à nouveau utilisé son nom. J'apprends que cette même personne s'est mariée à Londres, à Enfield. Et quand il s'est marié, le coup de massue, c'est que la mairie de Ris-Orangis, là où je suis né, ils ont approuvé le mariage en France. C'est-à-dire qu'ils ont inscrit ce mariage frauduleux en Angleterre sur mon acte de naissance. Alors qu'ils savaient déjà que j'étais usurpé. Et moi, je vois ça, je tombe sur ça, je suis mais c'est un truc de fou, quoi. José apprend aussi que son usurpateur a reconnu 6 enfants sous son nom et que plusieurs demandes de livret de famille sont en cours. En 2005, la compagne de José tombe à nouveau enceinte et elle accouche d'une petite fille. Quand j'ai voulu la déclarer, on m'a dit « vous pouvez pas ». Parce que comme il y a cette histoire du livret de famille qui ont été demandés, d'enfants qui ne sont pas les vôtres, etc., etc., il y a une affaire en cours, vous pouvez déclarer aucun enfant. Et du coup, je n'ai pas pu la déclarer. Je me dis, mais putain, je ne sais même pas reconnaître mes gamins, quoi. L'usurpateur de José continue d'utiliser son identité pour commettre des délits. Une fiche de recherche à son nom circule au sein de la police et un jour, alors qu'il rentre d'un voyage à l'étranger, José est arrêté à l'atterrissage de son avion. Pendant que tout le monde prend ses affaires pour descendre, on voit des policiers qui arrivent. « Vous êtes monsieur Untel ?» Et je fais « Oui. Vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît ?» Menottes et tout, avec tout le monde comme ça. « Oui, parce que vous avez une fiche de recherche. » Mais attendez, mais la fiche de recherche, elle est sur moi ou elle est sur mon usurpateur ?
Comme lui, il y avait des filles de recherche plein de fois, pour plein de délits qu'il faisait, ou alors qui ne se présentaient pas à des audiences, ou j'en sais rien. Et du coup, à chaque fois, c'était moi qui prenais. Et j'ai tout le temps eu des contrôles de police qui en finissaient pas. Quand il y avait des contrôles de police, j'esquivais, je changeais de trottoir pour éviter plein de trucs. En 2010, José écrit une lettre à la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie. Il lui explique qu'à cause de son usurpateur, il ne peut toujours pas avoir de papier d'identité. Il reçoit une réponse de son équipe qui lui assure que sa situation va être débloquée et José reçoit sa nouvelle carte d'identité l'année d'après. En 2012, José sort de chez lui un matin et il est arrêté. Les policiers lui expliquent qu'il est suspecté d'avoir séquestré et violé 2 femmes. Il est placé en garde à vue, mais ces 2 femmes innocentent José et reconnaissent formellement son usurpateur. L'homme est arrêté et jugé. Le procès ne porte pas sur l'usurpation d'identité dont il est victime, mais José se rend quand même à l'audience pour faire connaître sa situation. Et là-bas, il en apprend un peu plus sur le passé de son usurpateur. J'apprends que l'usurpateur a usurpé 16 personnes. Quand ils l'ont arrêté chez lui, alors ils l'ont retrouvé avec 16 identités différentes, plein de papiers incroyables, beaucoup d'argent, plus de 30 000 euros je crois, une fille séquestrée dans une pièce. À la fin de ce procès, il est condamné à 10 ans de prison. Et du coup, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que le mois d'après, qu'est-ce que je reçois dans ma boîte aux lettres ? Je reçois une somme de 24 000 euros à rembourser à son bailleur finalement, parce qu'il n'est pas payé des loyers. Et c'est un courrier de l'avocat qui était au jugement qui me l'envoie. Il me dit, vous devez cette somme, sinon on entame des poursuites. Mais je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, mais vous plaisantez, on était au tribunal. Oui, mais il faut bien que quelqu'un paye. Je lui ai dit, attendez, mais c'est quoi cette histoire ? Il me dit, c'est votre nom, donc voilà, on ne peut pas se retourner contre lui, mais il a utilisé votre nom, donc on utilise votre nom. Je dis, non, moi je ne paye pas, moi. Cet avocat finit par comprendre et José n'est finalement plus obligé de payer. Son usurpateur est incarcéré pour les 2 viols qu'il a commis et pendant 7 ans, José connaît une période de calme où il peut vivre à peu près normalement. En 2019, alors que son usurpateur va bientôt sortir de prison, José consulte son compte Amélie sur le site de l'assurance maladie. Sur le compte Amélie, on peut voir tous les relevés. Et un jour, je vois 1 500 euros. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Après, je vois 500, après, je vois des lunettes. Je fais... Sur le compte Amélie, où il y a mes informations. Au lieu de voir mon adresse comme tout le monde, je vois centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Je me dis, mais c'est quoi ce délire ? Quand il est rentré en prison, en fait, ils lui ont redonné mon numéro de sécurité sociale parce qu'il n'en avait pas. La justice lui a redonné une identité, c'est-à-dire la mienne. En plus de 20 ans, José dépose 11 plaintes. En février 2023, quand il a 48 ans, un commissaire qui enquête sur son affaire le contacte. Il me dit ouais, moi je suis sur cette affaire depuis un moment. Elle me prend la tête parce que je comprends rien là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoutez, ces personnes-là, elles vont être jugées pour une affaire qui date d'il y a un moment, qui n'a rien à voir avec votre usurpation d'identité. Je vous donne la date de l'audience, mais ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Du coup, avec des avocats, je suis parti à cette audience, alors que je n'avais pas le droit d'y être. Et mes avocats ont fait que je sois cité dans cette audience. La juge accepte que les plaintes de José soient jointes à l'affaire en cours. Le 23 mars 2023, il se rend donc au procès de son usurpateur et il prend la parole pour raconter son calvaire depuis plus de 20 ans. On m'a dit, mais vous chiffrez à combien votre préjudice ? J'ai dit 3 millions d'euros. Est-ce que c'est chiffrable finalement ? De ne pas pouvoir profiter pleinement de son identité, de ne pas pouvoir se marier quand on a envie, de ne pas pouvoir faire de crédit quand on a envie, de ne pas pouvoir voyager tranquillement, de me faire plaquer au sol pour des filles de recherche alors que ce n'était pas moi, à ne pas pouvoir vivre correctement, à ne pas pouvoir avoir de compte en banque. Moi, j'ai perdu plus de temps à courir après ces conneries qu'à faire des vrais projets, quoi. J'ai été entendu à l'audience, ils ont pris compte de tout ça, mais il a été condamné à 18 mois de prison et à 10 000 euros d'amende. C'est dérisoire. Tout ça pour ça, quoi. Vous avez espoir que tout ça s'arrête complètement un jour ? Oui, j'ai espoir que ça s'arrête. J'ai pu récupérer mon acte de naissance, les livrets de famille se sont débloqués, mais pour moi, ça s'arrêtera quand ça serait retiré sur mon relevé de carrière, mes passages en prison ou je sais pas quoi, je serais tranquille.
Quand cette personne-là, elle arrêtera de dire qu'il s'appelle Monsieur Machin, je serai tranquille. Je serai tranquille quand la justice, elle viendra s'excuser, qu'on dise qu'on a fait notre travail, mais pas comme il faut. On l'entend, malgré la condamnation de son usurpateur, pour José, cette affaire n'est pas encore terminée. Non, elle n'est pas du tout terminée. Par exemple, José m'a expliqué que les 6 enfants que son usurpateur a reconnus portent toujours le nom de José et il reçoit régulièrement des lettres des avocats, des mères de ses enfants qui réclament une pension alimentaire alors que ce ne sont pas du tout les enfants de José. Et surtout, il m'a dit qu'il n'était pas encore serein parce qu'il ne se sent pas à l'abri qu'il y ait à nouveau une erreur de la part d'une administration et qu'il y ait de nouveaux problèmes. Comment est-ce que son entourage a vécu tout ça ? Alors, ça a été très compliqué pour son entourage parce qu'ils sont eux aussi affectés par cette usurpation d'identité. José m'a expliqué que comme les livrets de famille ont été bloqués pendant des années et des années, c'était à chaque fois un parcours du combattant pour inscrire ses enfants à l'école, par exemple. Et des exemples comme ça, il en a plein. Et au-delà des problèmes administratifs, il m'a aussi dit que certaines personnes de son entourage avaient pu parfois mettre en doute sa parole, tellement ce qui lui est arrivé était incroyable. Par exemple, au moment où il a appris que son usurpateur s'était marié à Londres, il m'a raconté que la famille de sa compagne de l'époque avait un petit peu douté de José et s'était demandé s'il n'avait pas une double vie. L'usurpation d'identité, ça concerne combien de personnes en France ? Alors chaque année, il y a 210 000 Français qui sont victimes d'usurpation d'identité selon une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors il y a des degrés différents, tous les cas ne sont pas aussi graves que celui de José, parce que l'usurpation d'identité, ça peut être seulement l'utilisation d'une adresse mail sans l'accord de son propriétaire par exemple. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus répandu que ce qu'on pense, puisqu'il y a plus d'usurpation d'identité que de cambriolage par exemple. Est-ce qu'il y a des façons de se prémunir d'une usurpation d'identité ? Oui, la première chose, c'est d'être très vigilant quant aux informations personnelles qu'on transmet, notamment sur Internet. C'est aussi très important de détruire ces documents avec des informations personnelles avant de les jeter. Et José, par exemple, m'a dit qu'aujourd'hui, s'il perdait à nouveau ses papiers, il ferait une déclaration de vol plutôt que de perte. Comme ça, les autorités seraient au courant qu'il y a un risque d'usurpation. Il a plusieurs conseils comme ça pour éviter de se faire usurper son identité ou pour réagir vite si jamais ça arrive. Et José m'a dit qu'il était justement en train d'écrire un livre à ce propos. Merci Ambre Rosala et merci à Florian Loisy pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis si les faits divers vous intéressent, vous pouvez aller écouter le nouveau podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.